Et je donne tout de suite la parole au juge national en la personne de monsieur Nicolas Bonal, qui est le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je vous remercie beaucoup et je prie d'avance les auditeurs de pardonner ma voix éraillée et un peu confidentielle. J'espère que vous m'entendrez néanmoins. Je suis très, très heureux d'être ici. D'abord parce que il faut aller dans le sens de toutes les initiatives qui permettent une formation croisée des avocats et des magistrats. Je rejoins sur ce point ce qu'a dit Nathalie Roré tout à l'heure, évidemment. Je suis très heureux d'être ici aussi parce que finalement, je me rends compte que je m'inscris très, très modestement dans la ligne du précédent président de la Chambre criminelle, maintenant premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, auquel Madame la bâtonnière Couturier faisait allusion tout à l'heure, puisque sa dernière intervention publique en tant que président de la Chambre criminelle, c'était un colloque Panthéon-Assas en juin sur le droit de l'Union européenne et le droit pénal, et qu'il se trouve que ma première intervention publique en tant que président de la Chambre criminelle, c'est ce matin sur un sujet qui montre la continuité de l'intérêt et de l'attention que porte la Chambre criminelle et plus généralement la Cour de cassation à ce sujet. Tout simplement parce que et le cadre théorique a été posé par les intervenants qui m'ont précédé. Je n'ai pas à y revenir. Les choses sont très claires et elles peuvent être, ce cadre théorique, il peut être résumé en un mot. La question préjudicielle, c'est un outil qui permet tout simplement de faire en sorte qu'un litige soit réglé conformément au droit. Il faut bien sûr mobiliser pour arriver à là les notions techniques qui ont été évoquées, de primauté du droit de l'Union, le rôle confié par les traités à la Cour de justice de l'Union européenne, les obligations qui s'imposent de manière différente aux juridictions nationales selon que leurs décisions sont ou non susceptibles de voie de recours, mais ce raccourci, il me semble le plus exact et il a pour mérite de renvoyer sans détour à l'office du juge dire le droit. Et autant dire donc que la question préjudicielle est pour le juge national et tout particulièrement pour la Cour de cassation un outil essentiel. Et je voudrais revenir à ce stade juste en un mot sur le titre de l'intervention le titre qui a été proposé pour mon intervention, le dialogue des juges, le rayonnement des cours et l'enrichissement mutuel. Ces éléments ne peuvent être compris, me semble-t-il, que sous l'angle du plein exercice de l'office du juge qui fait sa seule légitimité et qui donne seul sens au dialogue que doivent engager les juges d'horizons différents. Évidemment, cela conduit à exclure toute volonté pour une juridiction de briller plus ou mieux que les autres. L'enrichissement mutuel qui fait le cœur de mon intervention ne peut être qu'au service du seul justiciable. C'est pour moi une chose très importante. On a, le professeur Dubourg a, pardonnez-moi, évoqué à l'instant la question prioritaire de constitutionnalité ou la mise en œuvre du protocole 16 à la Convention européenne des droits de l'homme comme des outils concurrents à la question préjudicielle. Concurrent, je ne sais pas, parallèle, c'est évident. Pour le juge, en tout cas, et sans préjuger de ce qui était l'ambition du constituant et du législateur, pour le juge, évidemment, il y a une réalité très, très claire, c'est que la question préjudicielle
coexiste avec, les deux autres outils que je viens d'évoquer. Évidemment, ces outils sont très différents les uns des autres, mais questions préjudicielles et questions prioritaires de constitutionnalité, finalement, conduisent le juge national à mener un raisonnement qui n'est pas très différent. Il doit s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, commençons par elle, ça n'est pas du tout une option que je prends, c'est juste un lapsus. Il doit donc apprécier le caractère sérieux de la question qui lui est posée. Je parle là du juge en général, sans même mobiliser le rôle particulier du filtre de la Cour de cassation. S'agissant de la question préjudicielle, on sait bien, et cela a été dit, quel est le critère donné au juge. Il faut que l'interprétation du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'aucun doute raisonnable n'existe pour qu'il se dispense de poser une question préjudicielle. Bien sûr, les termes ne sont pas les mêmes. Le curseur n'est sans doute pas le même, mais le type de raisonnement est le même. Là, à cet égard, la demande d'avis à la Cour européenne des droits de l'homme répond à des exigences très différentes et finalement, je ne la cite que pour mémoire, dans la mesure où elle reste encore très confidentielle. Néanmoins, évidemment, les normes concernées sont très différentes, bien sûr, et là, il est évident que le champ de la question préjudicielle est un corpus beaucoup plus large que celui des droits et libertés constitutionnellement garantis, champ de la question prioritaire de constitutionnalité, puisqu'on y retrouve non seulement, bien sûr, les droits fondamentaux tels qu'ils sont énumérés dans la charte, mais également, bien sûr, toutes les normes du droit communautaire. Et donc, ce dialogue déjà avec les nuances qui ont été rappelées précédemment. Ce dialogue des juges donc se présente de façon très différente selon, pour le juge national et en particulier pour la Cour de cassation, selon la juridiction avec laquelle il se noue. Alors, quelques chiffres qui peuvent cadrer les idées. Je laisse donc de côté le nombre très limité de demandes d'avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l'homme, même si la Cour de cassation peut s'enorgueillir d'avoir été la première à mobiliser cette procédure. Et le recours aux deux autres procédures est bien sûr beaucoup plus significatif, mais il y a évidemment une réelle différence néanmoins entre elles, puisque sur une période d'un peu plus de 2 ans que j'ai prise à compter du 1er juillet 2020, on recensait 54 décisions de la Cour de cassation statuant sur une demande d'une ou plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, dont 10 transmettant une question. Et les décisions rendues en matière de questions prioritaires de constitutionnalité sont nettement plus nombreuses, 520 pendant la même période, dont 108 qui ont décidé le renvoi d'une ou plusieurs questions au Conseil constitutionnel. On est donc dans un rapport d'un à 10. Alors, est-ce qu'il faut déduire de cette disparité numérique que le réflexe de la QPC, procédure qui est finalement très jeune par rapport à la question préjudicielle, est plus ancré que celui de la question préjudicielle? Si c'est une conclusion qui doit être tirée, alors ça montre toute l'utilité de cette journée. Parce qu'en effet, il s'agit bien ici, ce matin, aujourd'hui, de mettre en lumière l'apport qualitatif de la question préjudicielle, et c'est là-dessus que je veux me concentrer, parce que de quel dialogue parle-t-on? Eh bien donc,
on parle d'un dialogue dont l'objectif, je le rappelle, est de permettre au juge de régler les litiges dont il est saisi conformément au droit, et ici, donc, s'agissant de la question préjudicielle, dans le respect de la primauté du droit de l'Union. Avec une procédure qui, par rapport à la question prioritaire de constitutionnalité, est infiniment plus performante. L'université a mis en lumière, notamment au moment de la réflexion lancée par le Conseil constitutionnel pour les 10 ans de l'entrée en vigueur de la QPC, QPC 2020, que l'effet utile des décisions du Conseil constitutionnel en matière de QPC pour le justiciable qui était à l'origine de la question était très limité. Ça n'est pas le cas, évidemment, s'agissant de la question préjudicielle. Je crois que j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, mais bien sûr, si on s'en tient à une conception statistique, on passe à côté des réalités. Et si on s'en tient à la conception statique selon laquelle la question préjudicielle a cet effet direct, et par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, qu'elle est finalement la seule dont la méconnaissance peut faire l'objet d'une sanction, par le biais d'une procédure en manquement. Si l'on s'en tient à cette conception statique qui verrait un juge national entièrement consacré à s'aligner de façon servile sur les décisions qu'il suscite de la Cour de justice de l'Union européenne, décisions qu'il suscite par le biais de la question préjudicielle, on passe à côté, me semble-t-il, de ce qui fait que cette expression rebattue depuis 20 ans, il faut bien le dire, de dialogue des juges, eh bien, quelque rebattu que ce soit, ça ne constitue pas le nom hypocrite qui serait donné à ce qui ne serait qu'un système de soumission des juridictions nationales, y compris en France les juridictions suprêmes que sont le Conseil d'État et la Cour de cassation, à la Cour de Luxembourg. C'est une vision qui, me semble-t-il, est totalement réductrice. D'abord parce que, on l'a dit tout à l'heure, le professeur Picot l'a dit tout à l'heure, l'affaire revient après une décision sur question préjudicielle de la CJUE, l'affaire revient au juge national et c'est toujours à ce juge national de prendre le relais et de donner vie à l'interprétation qui lui a été donnée dans le litige dont il est saisi. Et souvent, les décisions de la CJUE, elles fournissent des grilles d'appréciation générale, mais jamais elles ne se mêlent véritablement du litige lui-même. Surtout, me semble-t-il, au-delà de cette considération procédurale, qui a son importance, la question préjudicielle est un vrai outil de dialogue, effectivement, je veux le dire là très clairement, entre le juge national et la Cour de Luxembourg, comme entre le droit national et le droit de l'Union, et c'est ainsi que le vit la Cour de cassation. Juste quelques exemples pour ne pas que j'évoque très brièvement, sans donner beaucoup de détails de cela. Exemple que vous me pardonnerez de tirer de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation par paresse. Eh bien, on pourrait citer, mais vraiment en un mot, comme illustration de la conception dynamique de ce dialogue, les échanges entre le juge national français, spécialement la Cour de cassation, et dans ses chambres sociales et criminelles, et la Cour de justice de l'Union européenne sur la question du travail dissimulé au regard des certificats prévus par le droit européen, E101 devenu A1, et au regard de leur valeur probante dès lors qu'ils ont été délivrés par une autorité de sécurité sociale nationale
au regard de leur valeur probante telle qu'elle doit être prise en compte par le juge d'un autre État à qui ces certificats sont opposés pour dire qu'il n'y a pas de fraude au détachement, mais une situation parfaitement régulière. La Cour de cassation a, dans un premier temps, admis facilement que des plaideurs lui disent ces certificats n'ont aucune valeur, ils ont été obtenus par fraude. La Cour de justice de l'Union européenne, ayant été saisie par elle, lui a expliqué qu'elle se trompait totalement et que dès lors que ces certificats avaient été délivrés, ils s'imposaient au juge de l'autre État membre et leur valeur probante ne pouvait être remise en cause qu'au terme d'une procédure complexe qui supposait que l'autorité de sécurité sociale de l'État membre prenne la tâche de l'autorité de sécurité sociale qui avait délivré ces certificats, qu'il y ait un dialogue, éventuellement un retrait ou un défaut de réponse dans un temps suffisant, une procédure très contraignante et qui, très concrètement, était bien difficile à mettre en œuvre. La Cour de cassation s'est alignée et elle a cassé plusieurs décisions de condamnation pour travail dissimulé de sociétés à qui on reprochait de n'avoir pas fait en France les déclarations sociales et fiscales de travailleurs qui étaient enregistrés avec ces fameux certificats auprès d'organismes sociaux étrangers. Et puis, la Cour de cassation s'est néanmoins obstinée, pas obstinée à nier, méconnaître la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Non, elle a posé une nouvelle question préjudicielle. Elle a posé une nouvelle question préjudicielle en observant que le travail dissimulé, c'était pas seulement une affaire de manquement à des déclarations sociales, et qu'il y avait bien d'autres éléments constitutifs en droit français du travail dissimulé, défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou défaut de déclaration préalable à l'embauche. Et saisi d'une question préjudicielle qui invitait, et alors là, je dois le dire, qui n'avait pas été, qui a été posée d'initiative par la Cour de cassation. J'y reviendrai tout à l'heure, enfin j'y reviendrai pour conclure dans un instant. Saisit une question préjudicielle qui donc insistait sur le fait que le travail dissimulé, ça n'était pas seulement une affaire de sécurité sociale. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne lui a dit, nous a répondu effectivement, l'émission de ces certificats ne fait pas obstacle à ce que des manquements à d'autres règles que celles de la sécurité sociale puissent conduire à des condamnations pour travail dissimulé. Voilà, me semble-t-il, un exemple qui est technique et donc mériterait d'être développé plus longuement pour être très clair, mais j'ai affaire à de grands professionnels qui peuvent comprendre de quoi je parle. Je vais vite, qui montre bien ce dialogue dynamique. On pourrait prendre d'autres exemples sur le fait que, cela a été dit tout à l'heure, ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne sur questions préjudicielles posées par un État n'a pas forcément besoin d'être redit lorsque une situation semblable se présente dans un autre État. Dans les arrêts du 12 juillet 2022 auxquels vous avez fait allusion, la Cour de cassation n'a pas cru devoir demander à la Cour de justice de l'Union européenne s'il était possible que des policiers fassent un contrôle préalable sur l'opportunité du recours aux données de connexion, puisque la Cour de justice de l'Union européenne l'avait déjà dit dans un arrêt relatif à la police irlandaise. En revanche, elle n'a pas cru non plus devoir lui demander si le juge d'instruction pouvait assurer ce contrôle préalable dès lors qu'elle a estimé pouvoir dire que le juge d'instruction remplissait précisément les conditions qui étaient énumérées dans les précédentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est donc là un dialogue où d'État à État,
se construit un corpus qui peut être directement exploité. Et puis, dernier mot, j'ai parlé de la question prioritaire de constitutionnalité et de la question préjudicielle. Eh bien, la Cour de cassation n'a pas hésité à transmettre une question préjudicielle portant sur une réserve d'interprétation qui avait été émise par le Conseil constitutionnel français à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été précédemment posée. Ça a été le cas en matière de cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt. La Cour de justice de l'Union européenne a répondu récemment. Il appartiendra à la Chambre criminelle d'en tirer les conséquences cet automne. Voilà donc quelques exemples qui viennent, me semble-t-il, conforter l'idée de cette conception à la fois loyale et dynamique que doit avoir le juge national de l'outil qu'est la question préjudicielle. Dans l'optique de l'avocat qui le plus souvent, mais avec des exceptions, je l'ai dit tout à l'heure, en est à l'initiative, il ne faut pas passer sous silence, bien sûr, les limites de ce dialogue. Et deux limites qui ont déjà été évoquées viennent évidemment à l'esprit. La limite de la complexité, bien sûr, qui est inhérente au choix fait par le constituant et le législateur de permettre que puisse être interrogée la conformité du droit national tant aux droits fondamentaux qu'au principe de la primauté du droit de l'Union, et ce serait faire un mauvais procès à l'outil de la question préjudicielle de le tenir comptable d'une situation qu'il tente au contraire de réduire. Et bien sûr, je pourrais, mais je n'en ai pas le temps, et puis cela a été fait beaucoup mieux par d'autres que je ne pourrais le faire, mentionner bien sûr la question sensible de l'articulation entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité. On pourrait revenir en arrière au tout début de la question prioritaire de constitutionnalité lorsque la Cour de cassation a suscité des réactions très diverses en posant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur le caractère prioritaire et la conformité au droit de l'Union du caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité. La réaction du législateur a d'ailleurs été claire et immédiate, et c'est pour ça que maintenant ce sont les chambres de la Cour de cassation qui traitent des questions prioritaires de constitutionnalité et non plus la formation spéciale et plus solennelle qui avait eu la mauvaise idée de poser cette question prioritaire de constitutionnalité, mais tout cela c'est du passé. Et puis évidemment la question sensible et difficile qui a été très bien évoquée, la mobilisation par le Conseil d'État de la notion d'identité constitutionnelle de la France, mobilisation d'ailleurs à laquelle la Cour de cassation n'a recours que pour ne pas renvoyer des questions préjudicielles, des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, dès lors que est interrogée la constitutionnalité de la transposition servile et obligée d'une directive. Et puis, la deuxième difficulté, il faut en être conscient, c'est le facteur temps et le succès de la procédure conduit bien sûr à ce que la réponse à des questions préjudicielles soit parfois longuement attendue. Alors c'est quand même l'occasion de rappeler, et cela n'a pas été dit encore, donc j'ai quelque chose à dire sur la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est extraordinaire vu les interventions complètes qui ont été faites avant la mienne. C'est l'occasion donc d'évoquer la procédure accélérée et la procédure d'urgence qui existe devant la Cour de justice de l'Union européenne. La procédure d'urgence notamment s'agissant des questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui concerne particulièrement bien sûr la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et ces procédures sont notamment mobilisées lorsque des questions préjudicielles sont posées relativement à l'interprétation de la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen,
Rappelons que la Cour de cassation doit statuer en pareille matière dans les 40 jours, ce qui est un délai brévissime. Et bien sûr, ce délai n'est pas respecté lorsqu'elle doit poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, mais la mobilisation de ces procédures accélérées et d'urgence permet que ce délai soit à peine dépassé, et c'est un grand hommage qui doit être rendu à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ces limites, et je termine par là, elles sont toutes relatives, et il me semble qu'elles ne doivent pas servir de prétexte à une attitude repliée sur le précaré d'un nationalisme juridique étroitement conçu. Tout ça, c'est du passé. Le dialogue entre le juge national et la CJUE que rend possible la question préjudicielle, il me semble qu'il contribue de façon décisive, c'est en tout cas la conception qu'en a la Cour de cassation, à la construction d'un droit national tel que l'a voulu le pouvoir constituant dans une société démocratique qui est vécu à l'échelle européenne, c'est-à-dire un droit national qui est conforme aux droits de l'Union et respectueux des droits fondamentaux. Je vous remercie.